Bonjour à tous. Alors, on va essayer de parler par rapport à la Haggadah. Les Hachem, je vais essayer d'être un peu plus présent pendant la fête de Pessah. Donc il y a énormément de choses à voir pendant la Haggadah. Je vous invite à préparer votre Haggadah avant le soir du Seder. Surtout pour ceux qui font en extérieur d'Israël où il y a 2 jours. Donc il faut savoir quoi dire pendant ces 2 jours. Avec Hachem, on a Shabbat juste avant, qui pourra nous permettre d'être plus reposés et aussi de plus préparer la Haggadah. Donc moi je vais parler d'un sujet qui est très simple, c'est par rapport au Arba Banim. On dit qu'il y a 4 types d'enfants au moment du Seder. Donc voilà, on les connaît tous. Et moi j'aimerais partager une étude que j'ai entendue très récemment, que j'avais entendue à l'époque. Là je l'ai entendue de Rav Aryeh Malka, où il explique qu'il y a les 4 types d'enfants. Donc on sait qu'il y a Chacham, il y a l'enfant sage, pas de tzaddik, l'enfant sage, le Racha, donc l'impie, le Tam, l'enfant simplé, si on veut dire, intègre. Apparemment, Tam, c'est plus intègre. Et il y a le Echad Sheino Yode Alishol, c'est l'un qui ne s'est pas posé de questions. Voilà. Donc il y a plein de questions, pourquoi il n'y a que ces 4 enfants, pourquoi il n'y a pas de tzaddik. C'est un vrai sujet en soi, on ne peut pas tout développer, de toute façon, moi, je n'ai pas réponse à tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut donner une perspective qui est intéressante et qui peut nous sentir concernés à chaque moment de notre vie par rapport à cette explication. Donc qu'est-ce que certains rabbinim veulent expliquer? C'est que ces 4 étapes, en fait, c'est les étapes d'une personne dans sa vie. Donc on le prend dans le sens inverse. Donc on ne commence pas avec Racham, on commence avec Sheino Yode Alishol. Donc Sheino Yode Alishol, ça ressemble à l'enfant Tinok, c'est-à-dire le bébé en soi. D'accord? Et donc le bébé, voilà, il faut lui donner envie d'essayer de comprendre l'existence, comprendre notre réalité. En général, ceux qui s'occupent du bébé, c'est plus sa mère. Donc c'est pour ça que c'est marqué At Petachlo. Toi, au féminin, tu vas lui ouvrir. Et donc, en 2 mots, Echad Sheino de Alishol, ça représente le bébé. Donc on est au début. Après on remonte, c'est qui après? C'est le Tam. Le Tam, c'est l'enfant intègre, il va commencer à poser des questions. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais des questions simples. Mazot. C'est quoi ça? Comme ça. Il n'y a pas de questions plus profondes. Ça va ressembler à du quoi superficiel. Ça va pas rentrer dans le pourquoi. D'accord? Après, on va poser d'autres questions. Et ces questions, c'est le rachat. Le rachat, donc l'impie. Donc attention, hein, quand on dit rachat, c'est pas le rachat Hitler. Non, quand on parle de rachat ici, c'est la perception de rachat. C'est que l'action qui va être faite ressemble à une action d'impie. Et cette action qu'on parle là-bas, dans rachat, c'est quoi? C'est une action du fait de poser des questions, mais pour casser. D'accord? Et de ne pas se sentir concerné. Voilà. Ça, je pense qu'on est tous concernés par ça. C'est que quand on va voir des choses, on ne va pas se sentir concerné. Ça, c'est une simulation d'être rachat. Donc on ne va pas utiliser le mot rachat, mais c'est pas bon. Chaque chose, on doit se sentir concerné. Je mets bien une parenthèse. Quand on se dit se sentir concerné, c'est pas se mêler. C'est se sentir concerné. Ok, maintenant que j'ai accès à cette information-là, maintenant que je suis dans ce contexte, pourquoi j'y suis? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis dans ce contexte? Et pas se dire, ah bah j'ai juste vu cette situation et c'est tout. Non, c'est que si tu as vu cette situation, c'est qu'il y avait une raison. Et donc le rachat, c'est ça, c'est qu'il va poser des questions, mais avec une remise en question. C'est quoi ce truc? Ça représente la phase d'adolescence. D'accord? La remise en question, la crise d'ado, si on veut dire, ça représente cette crise-là. Et donc dans cette situation, il faut avoir la capacité, en tant que parent, de non seulement d'être ferme, mais aussi d'être empathique. Il faut non seulement et chinav, donc lui casser les dents, lui casser les chicos, mais d'un autre côté être empathique. Si on fait un plus que l'autre, c'est pas bon. Si on fait seulement l'un sans l'autre, c'est pas bon. Si on est ferme avec lui, on est trop ferme, on lui casse les dents et c'est tout, on lui ferme le robinet, comme certains disent,
ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ça va juste le faire fuir, et c'est pas bon. Et je pense que ça, c'est un sujet très important. Je pense qu'il n'y a que les parents qui peuvent comprendre. Mais c'est très compliqué, et on est surtout dans cette phase actuelle où l'éducation est encore plus compliquée qu'avant. Donc il faut non seulement être ferme, mais empathique. Si je suis seulement ferme, eh ben, l'enfant il va tourner. Si je suis trop empathique, bah, il va continuer à dire bah voilà, mes parents ils acquiescent ce que je fais, bah, je continue avec ma remise en question. Et ma remise en question, je vais la mettre en action et dire bah ça sert à rien de mettre les filles, je les mets pas. Ou ça sert à rien de faire ça, je le fais pas. Donc ça suffit pas de faire un des deux, il faut faire les deux et il faut savoir de bien jauger. C'est très compliqué, bah, c'est toute l'éducation. Mais en tout cas, si on doit résumer, chez Eno Yodé Alishol, c'est l'enfant, bébé, d'accord? Donc il ne sait pas trop demander les questions, il commence à avoir un rapport avec son extérieur. Le tam, c'est qu'il commence à avoir un rapport avec l'extérieur, mais ça va être un rapport qui va être très limité. Ça va représenter des questions qui se résument à un quoi superficiel. Le rachat, ça va être des quoi et des pourquoi beaucoup plus profonds, mais des choses qui remettent en question, d'accord? Et qui sont des fois dans un optique de ne pas se sentir concerné, d'avoir un recul extérieur. Et ce qui est beau dans cette explication, c'est que pour pouvoir arriver à la quatrième étape, il faut avoir fait l'étape de rachat. Et c'est quoi l'étape de la quatrième étape? C'est Raham. Pour être quelqu'un de Raham, il faut avoir eu une étape, donc un moment, ça peut durer une demi-seconde, ça peut durer un moment, où il y a une remise en question de ouais, je comprends pas ce système. Et justement, le Raham, il a la capacité de prendre du recul. Et c'est ça que le rachat peut faire, c'est ça que le rachat fait en se sentant pas concerné. Et il dit Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce travail à vous? Ça veut dire quoi ce travail à vous? C'est qu'ils ne se sentent pas concernés. Et pas pour arriver à Raham, il faut avoir cette étape de rachat, d'avoir un référentiel différent, d'avoir une vue 3D sur la situation, une vue à la troisième personne, je veux dire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ce que Rav Ari Malka a voulu dire, c'est que pour pouvoir arriver à l'étape de Raham, il faut d'abord arriver à l'étape de remise en question dans l'optique du rachat. D'accord? Évidemment, rachat, c'est pas la même connotation que nous on a. Quand on dit rachat dans la rue, c'est pas la même connotation de rachat ici. Rachat ici, c'est quelqu'un qui remet les choses en question et qui ne se sent pas concerné et qui remet les choses en question, mais pas de manière constructive. Le racham, pour arriver à être racham, il faut avoir l'étape de rachat, et ça, on l'étudie énormément dans la Gemara. Donc, quand on va étudier un sujet dans une Gemara, c'est que la Abdil, en psychologie, on dit que quand on arrive dans un sujet de philosophie, il faut arriver les mains dans les poches. C'est avec aucun a priori, et donc c'est-à-dire qu'on va tout remettre en question. Ben là, c'est pareil. Quand on fait de la Gemara, quand on fait notre Torah, je veux dire, on doit avoir cette capacité à remettre les choses en question. Alors évidemment, pour les faire, on ne remet pas les choses en question, et pour les comprendre, il faut remettre les choses en question. Et c'est pas parce que j'ai remis les choses en question que je vais arrêter de faire. Donc certes, c'est très compliqué, mais il faut réussir à arriver à là. Et donc le Raham a cette capacité, et c'est ce que nous, on doit avoir, de remettre les choses en question. Et c'est parce qu'on a remis les choses en question et qu'on a réussi à les répondre que là, on pourra faire les choses encore mieux. Parce que si on fait les choses juste, ouais, c'est comme ça, c'est ma tradition, mon père il m'a expliqué comme ça, c'est... Ok, c'est bien. Mais si tu as remis la chose en question et que la chose, en la remettant en question, tu as réussi à répondre, d'accord? Bah, tu le fais pas par tradition, tu le fais parce que tu vis la chose. Et moi, je pense que c'est ça ce que notre Torah elle représente. Si on compare par rapport aux autres religions, je ne connais pas toutes les religions, mais il n'y a pas autant de questionnements et il n'y a pas autant de prise de tête. Pourquoi autant de prise de tête? Et il y a 1000 livres de Gemara, 1000 livres d'Halakha, stop, un livre, on va l'appeler le Testament, la Bible, et on va juste suivre les règles. Non. On te pose plein de questions, et la Torah est compliquée, il y a plusieurs raisons à cela, mais une des raisons, c'est que tu vas la vivre. Parce que tu vas t'intéresser, tu vas poser des questions, tu vas voir que ta question elle est pertinente, tu vas voir que sur cette question-là, il y a une réponse qui ferme la bouche à tout le monde, et donc tu vas dire waouh,
C'est incroyable. Et le fait d'avoir investi du temps et de la tête, bah à la fin, tu vas faire les choses par conviction et pas par tradition. Et je pense que la Haggadah, c'est exactement ça. Si on voit bien le système de la Haggadah, il y a énormément de systèmes de questionnement, de réponses. Pourquoi? Parce que notre religion se passe comme ça. Et la meilleure manière d'avoir une conviction sur quelque chose, c'est passer par un système de questionnement. Donc Manishtana, les questions des enfants, il y a plein d'autres questions après. Tout ça, c'est la meilleure façon de vivre notre Torah. J'aimerais juste revenir sur le rachat. D'accord, j'avais vu un pirouche très très intéressant, une explication très intéressante. C'était Rav Natou de Keter Shomo, et il me suit chaque année, et je pense que c'est pas mal. Donc dans Rachat, on dit Ma avoda zot lachem, etc. Il pose des questions. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Et on dit Av ata ik chinav. Toi aussi, on va te ik les dents. Ik ça veut dire quoi? Alors il y a 3 explications. Il y a Rashi qui explique que c'est Milachon Kaas, ça veut dire que c'est de ik ça veut dire la colère. D'accord? Donc en gros, on va lui mettre une colère. Ok. Le Ride, il explique que c'est ik c'est casser les dents. Dire le rachat, on va lui casser les dents. Okay. Pourquoi spécialement les dents? Tu veux pas lui casser autre chose? Je sais pas moi, il a parlé avec ses dents? Non, je sais pas, casse-lui la bouche. Il a parlé mal, casse-lui la bouche. Non, je lui casse les dents. Pourquoi je lui casse les dents? Pour ça, j'aimerais revenir à un Gaon de Vina que j'avais appris de Rav Tapiro, qui explique que les 3 archétypes du taureau qui énumèrent les façons d'endommager par le taureau, bah, il y en a 3. Donc ces 3 archétypes sont la corne, c'est-à-dire le fait qu'il va encorner, avec une volonté d'encorner. Le deuxième, c'est le fait de manger. Donc en fait, le taureau, il va manger quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième manière d'endommager. Et la troisième manière, c'est de piétiner en marchant. C'est-à-dire en marchant, il va piétiner quelque chose. D'accord? Et donc, le Gaon de Vina, il explique que les dents et la corne et le pied, qui est écrit dans le fait que le taureau va endommager avec ces trois systèmes, ça représente les 3 types de Yetzer Hara de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a 3 manières pour lesquelles il y a Yetzer Hara qui le motive. Soit il a la manière que c'est le taureau dans le sens corne qui va endommager. Quel est le Yetzer Hara représenté dans l'homme? C'est la gava, c'est l'orgueil. La corne, ça représente l'orgueil. Pareil, les dents, ça va représenter ici, ça va représenter l'envie, la ta'ava, le fait de manger de la bonne bouffe, ou même des ta'avot qui ne sont pas forcément liés aux dents, le ta'avot des femmes, le ta'avot de l'argent, etc. Et le troisième, c'est le pied, et le pied, ça représente l'habitude. D'accord? Et l'habitude, c'est la pire chose, on va pas développer ça, mais c'est le fait de se moquer de la valeur des choses. Quand on fait les choses par habitude, c'est qu'on se moque de sa valeur. Dans les deux sens. Si on se moque de la valeur d'une avéra parce qu'on l'a fait par habitude, donc je fais une avéra par habitude, bah tu te moques de la valeur du fait que chaque moment que tu fais une avéra, tu fais une avéra. Chaque taf de cigarette que tu prends pendant Shabbat, c'est une avéra. Ou même de l'autre côté, la valeur du mitzvah, si tu mets les tefilines par habitude, d'accord, bah tu as perdu la valeur du fait que quand tu mets des tefilines, eh ben ça a quelque chose de grand. D'accord, ça se développe, qu'est-ce qu'il y a de grand dedans, mais il y a quelque chose de grand. Donc j'ai ramené ce Gaon juste pour expliquer que les dents représentent les ta'avot. Les dents en général représentent les ta'avot. Donc si on va casser les dents au rachat, c'est spécialement sur
ses dents. Si on doit casser quelque chose, c'est ses dents, c'est ses ta'avot. Et Rav Natou de Keter Shlomo nous avait expliqué justement qu'il y a même un jeu avec la gematria de ces mots-là. Donc si on prend la gematria de Racha, ça représente 570. Si on prend la gematria des dents, d'accord, donc Shinav, ça fait 366. Donc si vous devez faire un calcul, il faut enlever le yud. D'accord. Si nous faisons 570 moins 366, donc si je prends le rachat et je lui casse ses dents, d'accord, donc je lui enlève ses ta'avot, bah qu'est-ce qui va arriver? Et ben il va devenir tzaddik. Et ben dans la gematria ça fonctionne. Si on fait 570 moins 366, ça fait 204. Et 204, c'est la gematria de tzaddik. Pourquoi parler de ça? Parce que j'ai l'impression qu'on ne se sent pas concerné quand on parle de rachat. Alors quand on dit rachat, c'est pas la personne et les rachats, la statue de rachat. Non, c'est nos actions et c'est nos timings, même un peu, où on a des timings de rachat. Donc quand on a cette situation où on a plein de ta'avot, où on a plein d'autres systèmes de ga'ava, d'accord, il faut être capable de casser la ta'ava. On va me dire, mais quel rapport? Comment je vais pas me casser les dents, moi c'est gentil, mais je vais pas me casser les dents. Non, casser, c'est quoi? Moi, je pense que casser, c'est le fait de couper net. Je te donne un exemple. On a cette ta'ava d'être sur TikTok. On a cette ta'ava, donc là, la ta'ava, c'est non seulement une envie, mais aussi une habitude. Comment je fais pour enlever ça? Je lâche le téléphone. Il n'y a pas de question, je lâche. De la même manière que quand je casse, quand quelqu'un il met un coup de poing dans des dents, ça casse instantanément, et bah pareil, pour casser notre serrara, il faut casser tout de suite, tac. Parce que en fait, c'est le fait de vouloir prendre trop de temps qui va influencer le fait de continuer. Parce que l'habitude sera trop forte. Pour casser une habitude, il faut tac, il faut mettre un coup d'uppercut et la chose est terminée. Et c'est ça qu'ici représente le Keichinav. Donc il faut arriver à le faire à nous. Et si je dois bien résumer par rapport à cette Agada, vous allez dire, mais là on parle d'enfants. Quand on parle de Racham, Racha, Tam, Shene, Dalishol, on parle d'enfants. Non, on parle de nous. Nous, on est des enfants, d'accord? On est tous des enfants, même à 50 ans, avec une boîte, tout ce qu'on veut, on est tous des enfants. Juste qu'on a un Gadol, Omed al-Gabav. C'est l'expression de l'Agmara. On a développé une maturité, on a développé quelque chose qui permet de guider notre être. Donc on a un être, ou quand on est né, on était un enfant, et on l'a développé. D'accord? On a une graine, et on a développé des racines, des arbres autour. Donc on est tous, en soi, un enfant, et on peut avoir des réactions d'enfant, c'est pour ça que je dis ça. Et donc on doit tous se sentir concernés par ça. Et j'ai une mauvaise habitude, j'ai mon Yetzirah, il faut que je stoppe. Et à quel moment? C'est tout de suite. Au moment où il pose la question, c'est tout de suite qu'il faut stopper. Je parle pas de faire ça aux autres, hein, bien que ici ça parle de faire aux autres. Je parle sur nous-mêmes d'abord. Sur moi-même d'abord. Et donc, il faut avoir cette capacité à faire ça. Pareil, le fait de poser des questions, le fait de s'intéresser à notre Torah, le fait de mettre d'essayer de comprendre. On ne peut pas rester pendant 10 ans à faire la même chose sans comprendre, parce qu'on va se dégrader à cause de ça. Un autre point qui est très important, c'est que j'ai compris que les rabbinim, ils développent énormément le fait de grandir dans notre Torah, de continuer à devenir meilleur, etc. Mais le vrai souci, pourquoi on ne grandit pas, c'est parce qu'on est trop occupé, on a trop de prise de tête. Et on n'arrive pas surtout à prendre le temps. Et on n'arrive pas à joindre les deux bouts, je ne parle pas financier, mais les deux bouts entre être capable de faire le travail et faire la Torah. C'est très compliqué quand on a des travails qui demandent beaucoup de prise de tête. En vrai, pour pouvoir continuer dans la Torah, c'est être capable de différencier les choses. Voilà. De 7h à 7h, mais il n'y a pas, je m'occupe de rien, il n'y a pas, moi je ne suis pas dans le travail, je suis en train d'étudier, il n'y a personne qui me dérange, il n'y a pas d'urgence. On dit même je suis mort, je suis pas dans ce monde, je suis mort, je suis dans le monde de la Torah. Et je pense que c'est que comme ça
qu'on peut arriver à avancer dans la Torah. Parce que je pense qu'on est énormément éloigné de la Torah, pas par conviction, par le fait qu'on n'arrive pas à prendre le temps et qu'on n'arrive pas à se prendre au jeu, entre guillemets. Il faut prendre du temps pour prendre du recul. Donc, ça peut être Shabbat. Et ça peut être surtout le matin. Le matin, c'est calme. Actuellement, je fais cette vidéo le matin. C'est calme. Il n'y a pas les personnes qui dérangent. Voilà. Trouvons le matin. Voilà, on a déposé nos enfants. Le matin, je me pose avec un rab, je me pose avec une chavruta, j'apprends. Je peux pas être inculte. C'est pas possible. Et je pense que la Haggadah, c'est que ça. La Haggadah, c'est toujours des questionnements, des réponses, des questionnements, des réponses. Et ça, on l'a une fois par an. Même 2 fois par an pour ceux qui sont en Chutz-La'aretz. Mais on a une autre chose qui va permettre de nous développer ça, c'est notre Torah dans le sens de notre Gemara. Il faut réussir à étudier la Gemara, où la Gemara, ça va nous ouvrir l'esprit, et ça va nous faire comprendre que la Torah, tout est bien fait, tout est millimétré, et le fait que tout est millimétré montre une perfection dans notre Torah. Parce que si c'était aussi simple, avec des règles simples, il y aurait des bémols. Parce que la perfection se joue au détail. Si c'est quelque chose qui est trop simple, c'est trop lisse, c'est impossible qu'il soit parfait. C'est impossible qu'il engage tous les systèmes, tous les contextes. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Un autre point très important, je m'arrêterai là parce que c'est quand même long, c'est la fête de Pessah. Si on doit résumer la fête de Pessah, c'est la fête de la Emouna. La Emouna et même la Yahadout a commencé depuis la sortie d'Égypte. La Emouna qui est développée ici, quand on dit la Emouna, si on doit résumer en 2 mots, c'est d'être capable de dire que Akadosh Baruch Hu, je sais que ma réalité actuelle que tu m'as mis, elle est adaptée à moi. Si on a cette capacité de dire que la réalité actuelle de ma vie, c'est bien le fait que chaque chose, chaque contexte, chaque histoire, chaque mauvaise nouvelle, chaque bonne nouvelle, elle est adaptée à moi, et c'est des problématiques qui sont venues là pour nous solutionner. Si on a cette capacité à faire ça, c'est qu'on a une émouna en béton. Et donc après, il n'y a rien qui peut bouger, il n'y a rien qui nous fait peur, parce qu'on sait que voilà, il y a un malheur, c'était prévu, t'inquiète pas, c'est fait exprès. Si je l'ai devant moi, c'est que je suis capable de le solutionner, je suis capable d'encaisser, et je suis capable de grandir de cette situation. Des fois, on oublie ça, on dit ah, c'est dur, mais Baruch Hashem. Non, il t'a amené, pourquoi il t'a amené ce malheur pour te punir? Non, il t'a ramené pour te grandir. Alors, grandis de ça. Et il faut arriver toujours à grandir de chaque situation. Donc, en espérant que cette fête de Pessah nous amène que à grandir, et que le Katan, l'enfant qui est en nous, il continue à grandir, et qu'on soit toujours le grand qui est au-dessus de notre propre Katan. Pessah Kachar et Sameach, comme tout.